Alors, du coup, on va commencer par se présenter, mais pour centrer un petit peu plus sur ce dont on va parler pendant cette conférence, par rapport à ce qu'a dit Charlotte, c'est qu'en fait, on est là surtout pour vous donner des inspirations, des exemples concrets pour ceux qui ne sont pas forcément développeurs et qui veulent exploiter la data avec le SEO. Donc voilà, prenez ça plutôt comme une liste d'éléments qu'on a benchmarkés pour vous et qui pourraient vous servir si jamais vous voulez vous lancer dans des choses que vous n'avez pas encore essayées. Alors on va se présenter, tiens Patrice. Alors moi c'est Patrice Laroche, ancien consultant et SEO et maintenant je m'oriente vers la data chez Clustar. Ça fait à peu près 10 ans que je fais du SEO et j'ai rencontré Audrey dans une ancienne agence et on a décidé de vous partager donc nos retours d'expérience sur la data. Voilà, donc moi ça fait plus de 10 ans, voire 15 ans que je fais du SEO. Donc il y a très longtemps, avec d'autres personnes très motivées, on avait fondé l'association pour laquelle vous êtes ici aujourd'hui pour son événement phare. Et du coup je suis, après avoir passé 10 ans en agence, désormais chez l'annonceur. Donc comme je vous ai dit, l'objectif aujourd'hui pour la conférence, c'est de partir sur des choses qu'on connaît. Alors voilà une infographie qui a dû circuler pour pas mal de gens qui sont dans la salle. C'est celle de Renaud Joly. Donc Renaud a publié sur son blog, si vous tapez donc périmètre du SEO et Renaud Joly, vous la retrouverez. Cette infographie en fait découpe toutes les fonctions, on va dire, du responsable SEO. Et nous, on va traiter essentiellement des deux premières briques qui sont tout à fait en haut. Donc vous avez la partie stratégie, la partie pilotage qu'on va développer ensemble pour donner des exemples. En revanche, on ne reviendra pas sur optimisation interne et optimisation externe, mais en fait, tout ce qu'on va voir dans la première partie, vous pourrez tout à fait l'exploiter pour la suite, parce que ce sont des analogies. Donc dans la partie, par exemple, stratégie, on va particulièrement parler des aspects veille, mais ça ne sera pas simplement faire de la veille sur Google ou ce genre de choses, ça sera aussi au niveau veille, de la veille concurrentielle. Donc voilà, donc, voici nos deux briques qu'on va développer, donc stratégie veille, et ensuite une partie modélisation de la recherche que Patrice développera. Et enfin, pour finir, une deuxième partie sur tout ce qui est pilotage et l'automatisation pour avoir accès à vos données. Ouais. Donc déjà, en fait, quand on va commencer à faire de la data, il faut un peu comprendre comment marche le flow de la data. Donc d'un côté, on va avoir la récupération des données, que ce soit par API, base de données, du crawl, du log, des outils de mots-clés, positioning. Après, on va les stocker. On va les consolider en les nettoyant et en les manipulant. Et enfin, on va les explorer en visualisant et en faisant un reporting automatisé qui nous permettra d'avoir accès à la donnée à n'importe quel moment et de la partager aussi. Alors, on va commencer avec la brique stratégie. Donc, tout référenceur SEO est obligé de penser stratégie. Et pour cela, il va être obligé aussi de suivre un maximum la veille, parce que sa stratégie va évoluer en fonction. Résultat des courses, ce qui peut se passer, par exemple, aujourd'hui, vous êtes dans la salle, vous allez voir d'autres conférences, et vous allez avoir envie de faire un résumé de tout ce que vous avez vu, ce genre de choses. Si vous êtes beaucoup sur les réseaux sociaux, vous pourriez avoir pas mal de personnes qui sont habituées aussi à ces réseaux et qui vont synthétiser la journée, par exemple, celle d'aujourd'hui ou de demain, sur les réseaux. Et si vous voulez les récupérer de façon très concrète, rapidement, vous pouvez le faire via Twitter. Donc pour cela, nul besoin d'être développeur parce qu'il y a des fonctionnalités sur Twitter qui permettent, si on est développeur, d'exporter toutes les données, tous les tweets qu'il y a eu sur le SEO Campus, par exemple. Mais là, on va plutôt voir comment fonctionnent en fait certains outils gratuits du marché. Donc ici, il s'agit d'associer Twitter avec une extension qui s'appelle Tags. Donc cette extension va nous permettre en fait de créer un dataset. Alors on va parler de dataset aujourd'hui parce qu'on parle de data. Alors il y en a dans la salle qui savent très bien ce que c'est, il y en a d'autres qui ne savent pas. Donc on va dire dataset, pour nous c'est un jeu de données. Voilà. Donc l'idée en fait c'est quelque part d'avoir un fichier Excel avec tout plein de données à la fin, de récupérer toutes ces données automatiquement et de pouvoir leur exploiter. Donc Twitter et Tags, en fait, c'est récupérer des tweets. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que si vous lisez la documentation de Twitter, vous verrez qu'on a entre 6 et 9 jours en fait, de tweets qu'on peut récupérer comme ça.
Donc du coup, il ne faut pas trop tarder pour récupérer vos tweets. Mais passer cette limitation, après, vous pouvez utiliser la Search API pour pouvoir récupérer vos tweets. Donc là, vous avez quelques paramètres qui vous indiquent comment vous pouvez les récupérer. Enfin, quelles sont les limitations. Ça, c'est quand on est dans le dur. Mais le process, c'est le suivant. Donc en fait, vous avez besoin tout d'abord de disposer d'un compte Google pour pouvoir vous connecter. Ce compte Google vous permet d'accéder à Google Sheets. Google Sheets, du coup, l'équivalent d'Excel. Vous avez besoin d'un compte Twitter, comme ça vous pouvez récupérer les données en utilisant l'API. Et ensuite, vous avez à créer une application en fait sur Twitter pour accéder à l'API développeur. Donc en fait, tout ça, c'est loin d'être compliqué parce que quand vous allez sur le site qui est indiqué en bas à droite de Tags, on vous donne toute la démarche à suivre étape par étape. Et du coup, cette création d'application est très simple. Donc une fois que vous avez suivi et fait 3 clics, en fait, vous avez votre application Twitter et vous pouvez utiliser Tags. Vous aurez ensuite à ouvrir un exemple Tags qui suit. Et vous n'aurez plus qu'à configurer dans un des onglets de Sheets comment ça va fonctionner. Donc une fois que vous l'avez configuré, vous avez le premier élément du menu qui est déroulé ici, c'est le setup de Twitter. Une fois que vous aurez branché en fait Sheets avec Twitter, avec votre compte, vous pourrez donc lancer et utiliser cet outil. Alors qu'est-ce que fait cet outil? En fait, vous avez juste à retenir la chose suivante. Après, vous avez toute la démarche, comme je vous ai dit, en ligne. Vous avez besoin de taper en fait la requête de ce que vous cherchez. Alors ici, ce qui a fait beaucoup parler les SEO ces derniers jours, notamment, c'était tout ce qui concernait PrevNext, donc la pagination. Donc l'idée, c'était de savoir qu'est-ce qui ressortait de ça. Alors, je ne sais plus exactement à quel moment je l'ai fait, mais vous allez voir que ça a pas mal parlé. Donc ici, on rentre PrevNext. On peut aussi utiliser tous les opérateurs de recherche classiques de Twitter, enfin, ce genre de choses. Et donc, on va avoir un listing en fait, de tweets qu'on va pouvoir récupérer. Donc il suffit après de lancer le bouton Run Now, et vous pourrez avoir un dataset voilà, de tweets. Donc ici, sur le PrevNext, on avait quand même 508 tweets donc, qui parlaient de PrevNext. Vous pourriez faire par exemple la même chose. J'espère que vous utilisez tous le hashtag SEO Campus, histoire de nous faire arriver en haut des tweets populaires. Du coup, ici, on a 508 tweets. Je suis curieuse de savoir qui d'entre vous, dans la journée, pourra regarder combien on a eu de tweets pour le SEO Campus. Ensuite, on va parler aussi d'une alternative. Alors ça, c'est pour ceux qui peut-être auraient déjà fait une formation avec le langage pour les statisticiens, qui est le langage R. Donc ici, il ne s'agit toujours pas de faire de la programmation ou d'apprendre un nouveau langage spécifiquement, mais en tout cas, pour ceux qui veulent se mettre au R, vous avez des formations SEO qui sont vraiment très bien faites aujourd'hui. Vous n'avez plus qu'à vous renseigner en tapant Data SEO, ce genre d'informations dans Google, et vous pourrez vous y mettre et faire des tests en live. En attendant, pour ceux qui se sont déjà lancés à faire ce genre de formation, vous avez Twitter Mining, du coup, qui permet de faire la même chose que ce qu'on vient de voir avec Tags, pour récupérer, du coup, extraire les tweets. Vous pouvez aussi, en complément, utiliser une autre librairie en fait R, donc un autre élément qui est associé à la première couche vous permettra de faire de l'analyse de sentiments et donc de traiter les tweets en plus de ça. Donc c'est là en ça que vous avez une couche en plus par rapport à Tags. Donc ensuite, comment ça fonctionne, comment on installe ça? Donc on a besoin d'un compte Twitter, bon, comme tout à l'heure, jusque-là rien de nouveau. On a des packages, si on a l'environnement R qui va bien, on a le tutoriel facilement installable finalement sur Internet. Il y a plein de blogs de SEO que vous connaissez sans doute qui vous détaillent la démarche. C'était assez rapide, hein. Combien de temps ça prend? Moins de 10 minutes. Voilà, donc une dizaine de minutes. Vous avez du coup le package R à installer, donc c'est le nom du package qui était dans la slide précédente, notamment, pardon, celui-ci.
Et vous avez aussi à vous connecter, donc, comme tout à l'heure, à l'API développeur. Donc là, on a du coup le process en ligne en général. Et vous avez ici, je vous ai mis les liens de Twitter Mining et également le tutoriel. En fait, c'est un article de Medium qui vous détaille vraiment tout comment vous devez faire. Donc ça vous prendra peut-être un peu plus de temps que Tags hein, quand même. Mais au final, ça fonctionnera bien puisque vous pourriez ajouter la couche analyse de sentiments. Ensuite, vous avez une autre façon de voir les choses. Vous pouvez utiliser d'autres outils en ligne, comme là, alors je ne sais pas si je vais bien le prononcer, c'est Zapier, c'est ça? Bon, bref, vous avez cette fonctionnalité, donc zapier.com, où vous pouvez faire, pour ceux qui connaissent déjà, un peu l'équivalent de IFTTT. Toujours. Et du coup, cette application vous permet de faire des automatisations. Donc en fait, l'idée ici des slides qu'on va vous présenter, c'était de se dire, bon, voilà, aujourd'hui, de quoi je dispose tous les jours, qu'est-ce que je reçois dans ma boîte aux lettres régulièrement que je pourrais exploiter sans réinventer la roue, etc. Et sans me casser la tête de savoir comment je vais récupérer des données, finalement. Et quelles sont les données SEO que j'ai et comment je peux les exploiter. Donc là, avec Zapier, l'idée, c'est d'avoir un email. Donc là, ce qui s'est passé, c'est que j'ai un email et je vais récupérer des champs dans cet email pour les réexploiter. Comment ça se passe? C'est quoi le process? Donc, je vais d'abord m'inscrire, et c'est gratuit pour cette partie-là sur Zapier. D'accord? Je crée un email robot, donc en gros, on me génère une adresse email en arrobase, je ne sais plus si c'est robot Zapier, c'est marqué, robot.zapier.com. Donc là, j'ai mis example, mais en fait, il génère l'adresse tout seul. Donc en fait, ce que vous faites, c'est que vous prenez, qu'est-ce qu'on pourrait avoir? Vous prenez votre Google Alert que vous avez configuré sur votre marque, vous prenez... si vous avez différents outils du marché pour les liens que vous obtenez, par exemple les backlinks ou ce genre de choses que vous recevez dans votre boîte mail, vous les récupérez et vous les envoyez, vous les transférez à cette adresse-là. Et une fois qu'on a transféré notre email à cette adresse-là, on est capable, via l'interface en ligne sur Zapier, d'identifier tous les champs. Donc, par exemple, dans Google Alert, vous avez des blocs qui sont similaires. À chaque nouveau résultat, vous avez un petit encadré, c'est délimité, c'est on va dire une dizaine de résultats en moyenne. Et du coup, avec ça, vous pouvez nommer tous vos champs. Donc, j'ai mon title, j'ai mon URL, j'ai ma description, voilà. Donc, une fois que vous avez tout ça, vous avez votre modèle d'email, vous pouvez identifier tous les éléments, nommer les champs à extraire, et après, vous pouvez en créer donc un fichier équivalent fichier Excel sur Sheets. Voilà comment récupérer automatiquement des datas à ce niveau-là. Donc, une fois qu'on a compris qu'on pouvait extraire finalement des emails, vu la masse d'emails qu'on reçoit, on se rend compte qu'on a déjà beaucoup de données à notre disposition. Il n'y a plus qu'à ouvrir le champ des possibles, laisser notre inspiration parler. Et on peut aussi aller un peu plus loin. Pour ceux que ça intéresse, c'est toujours en n'étant pas forcément développeur, juste en suivant des tutos en ligne, étape 1, faites ceci, étape 2, faites cela. Ce qu'il vous faut, ça sera toujours des environnements. Si vous tournez principalement sur Windows, par exemple, ce qu'il vous faudra, c'est comment émuler, comment avoir l'interface qui va bien, enfin le système qui va bien à votre disposition pour pouvoir exécuter ce que vous voulez exécuter. Donc ici, si on prend du Python, par exemple, toujours pas avec des emails que je reçois dans ma boîte mail et que je veux pouvoir utiliser, je peux utiliser une extension, du coup une extension qui est ici, qui s'appelle Saved Mail and Attachment. Donc c'est une extension de Google Sheets. Quand j'installe l'extension, donc si vous tapez ça, vous atterrissez sur une page du store de Google avec toutes les extensions, vous l'installez dans votre navigateur, donc dans Chrome. Et donc elle sera attachée à Sheets. Et une fois que vous avez ça, vous n'avez plus qu'en fait Saved Email. Là. Vous n'avez plus qu'à utiliser comme le tags tout à l'heure, le menu déroulant, Create Rules. Du coup, là, vous créez une règle qui va tout simplement prendre vos emails. Donc là, c'est si vous avez une Gmail, par exemple. Il va prendre vos emails et en faire une copie PDF. Donc vous indiquez à quel endroit, vous les mettez dans le répertoire qui va bien, genre Google Alert Brand, j'en sais rien, de votre marque par exemple, et vous allez avoir tout plein de PDF au même endroit. Encore une fois, c'est des astuces pour ceux qui ne sont pas spécifiquement développeurs, et il y aurait plein d'autres façons de faire. Donc du coup, vous avez plein de PDF, vous pouvez les rassembler en un seul PDF, et vous amuser après à parcourir cette unique PDF qui contient par exemple toutes vos alertes du mois pour une requête bien précise, Google Alert, et la transformer en CSV avec Python.
Alors comment ça marche? Ici en fait vous avez un tutoriel également, j'ai marqué Toturiel, mais c'est pas grave. Vous avez un tutoriel sur Medium qui vous dit exactement comment déployer Python et vous avez essentiellement du copier-coller à faire. Pas forcément besoin de vous poser trop de questions. Oups, j'ai cliqué en trop. On va y arriver. Donc comment ça se déroule, concrètement parlant? Donc on a toujours notre feuille sur Sheets, Google Sheets. On installe l'extension Saved Mail, comme on a dit tout à l'heure. Alors du coup, Saved Mail, elle est bien parce que, ça n'a rien à voir avec le Schmidtbik, mais en gros, si vous l'utilisez, outre le fait de vous méfier des extensions que vous ne connaissez pas et de ne pas en installer trop non plus, attention à ça, je préfère vous le dire, hein, parce que des fois, il y a des applications malveillantes. C'est que vous pouvez sauvegarder vos pièces jointes. Du coup, si vous avez votre Gmail qui est full, ben, vous pouvez les stocker sur Drive. Mais voilà, la part est finie. On peut donc commencer par installer l'application. Ensuite, on va sauver tous les emails en PDF. Ensuite, on fusionne les PDF avec par exemple PDF Mergy, mais il en existe plein d'autres. Et ensuite, on va convertir en CSV grâce au script Python qui était donné sur la slide précédente. Donc voilà, je vais vous résumer ce qu'on a vu là. Ce ne sont que des exemples, mais j'espère que ça vous aura inspiré pour essayer de trouver d'autres astuces de ce type-là. Finalement, on a utilisé Tags pour Twitter. Pour Twitter, il y a également Twitter Mining en R. Vous avez aussi la solution Zapier.com pour créer un dataset par exemple à partir d'emails d'alerte, Google Alert notamment. Vous avez tout ce qui est également Python pour aller plus loin. Et une fois que vous avez vos emails en PDF, pouvoir en extraire un certain nombre d'informations. Donc là, on va voir un cas pratique et un cas qu'on a régulièrement en SEO, qui est élargir le périmètre de mots-clés qu'on a déjà. Donc l'idée, c'est d'aller récupérer les données sur plusieurs sources ou la même source. Pour ceux qui ne seraient pas au courant, Ubersuggest est de nouveau en ligne sur Neil Patel depuis peu et c'est assez gratuit, donc on peut récupérer de l'information sans avoir à payer. Mais sinon, vous avez du SEMrush, du Yoda Insight qui fait parfaitement le service. L'idée, c'est qu'on va récupérer les données, on va les mettre dans soit Excel, soit Dataiku, puis on va les manipuler, et enfin on va finaliser, on va ressortir une liste exploitable. Donc avant, on utilisait Excel, et on copiait-collait les différents fichiers qu'on avait à la suite, soit dans un fichier, soit du premier fichier. Maintenant, avec Dataiku, ce qui est possible de faire, c'est on récupère tous les fichiers, on les fait glisser, et là, ça vous fait tout de suite un fichier complet avec toutes les lignes et tous vos mots-clés. Et si jamais vous avez des sources différentes, finalement, que vous avez pris du Yoda Insight, du SEMrush, du Ubersuggest, il est possible, en fait, avec la recette stack, de les faire fusionner après un petit nettoyage, par contre. Hop là. Donc, la consolidation. On va avoir nos données. Par contre, on n'a pas forcément besoin de toutes les données. Donc, l'idée, c'est, avant, quand on avait Excel, si, par exemple, vous aviez l'URL et vous vouliez extraire le nom de domaine, il fallait avoir un outil genre SEO Tools ou alors se les faire à la main et ce n'était pas évident. L'avantage que vous avez dans Dataiku, c'est qu'il y a un steps en fait, qui s'appelle Split URL et qui va vous permettre de splitter votre URL par le protocole, le nom de domaine et tout ce qui suit derrière à chaque fois. Donc c'est assez rapide, ça prend 5 secondes et derrière vous pouvez avoir l'information que vous voulez. Une fois qu'on va avoir fait ça, on va peut-être aussi vouloir supprimer tous les doublons, parce qu'on sait que, par exemple, un site peut se positionner à 2 positions sur le même mot-clé, mais avec 2 URL différentes. Donc l'idée, c'est d'utiliser la recette distinct et de supprimer les doublons. Sachant que si vous faites ça, il faut bien supprimer les URL, parce qu'il ne va pas supprimer si vous avez 2 URL différentes. Donc il faut garder par nom de domaine, et au moins vous êtes sûr que vous allez supprimer les doublons. Il y a aussi une fonction qui est assez pratique dans la préparation sur Dataiku, c'est filter row par cell. Ça va vous permettre de filtrer les lignes que vous voulez, ce qui peut être très long en fait sur finalement Excel. Ouais. Patrice, tu peux nous dire du coup si moi je veux installer Dataiku, est-ce que c'est compliqué? Non, alors Dataiku, c'est pas compliqué à installer. Si vous êtes sur Mac ou Linux, ça va rapidement. Si vous êtes sur Windows, vous aurez un émulateur, une machine virtuelle à installer, histoire de pouvoir le faire tourner. Mais ça prend au grand mot
Le plus long, c'est le télécharger. Ça peut prendre 10 minutes si vous avez une mauvaise connexion, mais sinon, au grand mot, ça prend moins de 5 minutes à installer, je pense, à peu près. Du coup, la consolidation. Une fois qu'on va avoir notre liste de mots-clés, l'idée, c'est de savoir combien de fois le mot-clé il apparaît en fonction des concurrents. Donc sur Excel, on pouvait utiliser NBC, je ne sais pas si ça vous parle, et du coup, ça pouvait être très très long le temps qu'il calcule, et parfois même les machines n'étaient pas capables de calculer, donc on avait une erreur. Avec Dataiku, on a une fonction qui s'appelle Group By, qui va permettre de grouper sur le même élément, et d'avoir du coup votre mot-clé avec le nombre de fois qu'il est répété finalement dans votre dataset d'origine. Donc c'est ce qui nous sort en fait en haut quand on regarde. Et après, une fois qu'on a ces informations, comme il va filtrer et qu'il va nous enlever les autres informations, genre le nom de domaine, ce genre de choses, on va refaire une jointure. Donc une jointure, c'est un peu l'équivalent du recherche V, si on veut comment dire, ouais, sur Excel, mais vulgariser. Chercher le mot si on veut vulgariser, c'est à peu près la même chose. Vous avez une clé commune et vous dites, bah voilà, retrouve-moi ce mot-clé-là dans ma première base et mets-moi en face le nombre de fois qu'il est répété. À la fin, donc, vous allez obtenir ça. On a le stack final et on va avoir une base de données avec le mot-clé, l'URL host et le nombre de fois où le mot-clé est répété. Ça peut se faire sur des très 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 gros volumes de mots-clés et du coup derrière avoir un filtrage assez rapide parce qu'on a deux options. Soit on exporte et on retraite dans Excel rapidement parce qu'on n'a pas beaucoup de mots-clés. Soit si vraiment on a beaucoup de mots-clés, on réutilise la fonction filter row et on lui dit dès que tu trouves dans count la valeur 1 ou la valeur 2 ou la valeur 3, eh ben, tu supprimes les lignes et il le fait en masse. Donc sur une étude de 800 000 mots-clés par exemple, on peut aller très très vite. Voilà un peu le résumé. Alors, on va passer au pilotage. Et donc la data aussi, qui est un peu comme Pac-Man au milieu de plein d'informations. Donc, on va commencer par un cas concret qui est l'analyse de log. Donc avant, on faisait comme Monsieur Papy, on prenait les lignes de commande et on cherchait et on essayait de trouver les informations. On a quelques logiciels qui sont venus après en temps 2 pour nous aider, qui sont Botify et OnCrawl. Et dernièrement, je vous conseille d'essayer. On a SEOlizer qui est gratuit, qui sort pas mal d'informations et juste ce qu'on a besoin, donc c'est plutôt pas mal. Et on peut le faire aussi avec Dataiku. Donc là, je vais vous présenter une façon de faire, mais vous pouvez trouver une autre façon de faire et surtout comment récupérer vos logs de VH sur le site de Rémi Bacha. Je vous ai mis le lien en bas, qui est dans la salle d'ailleurs. Donc l'idée là, c'est qu'on va avoir 3 datasets. Un premier dataset qui va être les pages actives. Donc là, à vous de voir si vous voulez utiliser Analytics ou Search Console, c'est vous qui décidez. On va avoir un crawl Screaming Frog et on va avoir donc nos logs qu'on a récupérés depuis le serveur. Je vais vous détailler la recette, enfin tout le flow derrière, donc on ne va pas passer trop de temps là-dessus. Donc dans un premier temps, on va consolider donc notre donnée de page active. Donc l'idée ici, c'est qu'on a envie de garder que les clics et pas forcément toutes les autres informations qui ne vont pas être utiles. Donc pour ça, ce n'est pas très compliqué dans Dataiku. Comme vous voyez sur le GIF, on peut cliquer sur la colonne au-dessus et on supprime la colonne et ça le fait automatiquement. On verra plus tard une autre solution. Mais quand on n'a pas beaucoup de colonnes, c'est très rapide et autant le faire comme ça. Et derrière, si on veut filtrer, toujours pareil, on peut enlever les lignes par rapport à tout ce qui est Gclead, DAC et Medium. Donc là, c'est l'autre façon de faire. C'est si jamais on a énormément de lignes, comme dans Screaming Frog, on va avoir beaucoup de colonnes pas lignes. Là, l'idée, c'est de dire, finalement, plutôt que de supprimer, je vais garder que les colonnes qui m'intéressent. Et donc là, comme vous pouvez voir, on va garder que l'adresse, le statut code et la profondeur. Et un petit tips aussi, parfois, on va avoir des URL qui sont encodées, que ce soit sur du français ou parfois on va avoir les accents, ou si vous faites un site sur du russe, du chinois, ce genre de choses, parfois, c'est pas évident parce qu'on va avoir les encodages d'un côté, mais pas de l'autre. Donc, il est possible, ça prend un peu de temps, mais de remplacer les caractères et finalement de remettre ce qu'on a envie de mettre. Une fois qu'on a ça, on va passer sur nos logs. Donc là, les logs, on peut avoir beaucoup de lignes et ça peut devenir vraiment très très vite chronophage. L'avantage qu'on va avoir sur Dataiku, c'est pareil, tout se fait par des clics, un peu comme sur Excel, et on peut filtrer. Et donc là, comme vous voyez sur le premier GIF, on va filtrer sur les adresses IP de Google. Donc dans un premier temps, on sélectionne. Là, ce qu'il va nous faire, par contre, c'est qu'il va supprimer ces lignes finalement, parce qu'il va dire, OK, c'est pas celle que je veux, parce qu'on peut faire enlever les lignes. Donc il faut passer, après, vous avez une fenêtre sur votre gauche,
Vous passez sur cette fenêtre et vous inversez Remove Matching par Only Keep Matching Row. Et là, hop, magie, on garde que les logs de Google. Pareil, sur Dataiku, ce qui va être super rapide et efficace, c'est la catégorisation des URL. Il est possible de faire replace, de créer une nouvelle colonne, comme on a vu tout à l'heure pour remplacer les caractères, sauf qu'au lieu de le faire dans la colonne elle-même, on va créer une nouvelle colonne et là on catégorise quand on lui trouve un pattern avec des expressions régulières. Et on lui dit voilà, quand c'est ce pattern, je veux que ce soit cette catégorie. Donc là, après, on va voir un peu comment, une fois qu'on a tous nos datasets qui sont propres, comment on va les lier entre eux. Donc, comme je vous disais, l'idée, c'est de faire une jointure. Donc là, la jointure, elle va se faire sur l'élément commun, qui est l'URL. Et on va sélectionner, une fois qu'on a choisi URL à page, on va sélectionner finalement les données qu'on veut qui remontent. Donc comme on a bien fait le travail de nettoyage du côté des pages actives, ben on va garder que les clics. Il n'y a rien d'autre. Par contre, je vous ai mis à droite un code Python, parce que parfois on va se rendre compte qu'on va essayer de faire une jointure et pour une raison X ou Y, Dataiku il va nous mettre un message d'erreur et on n'arrive pas à le passer. Du coup, si vous devez faire une jointure, vous pouvez le faire en Python, c'est assez facile. Vous créez en gros la recette Python, il va vous créer le premier code, tout ce qui est en noir, et vous avez juste à mettre ce qui est en rouge et changer en fait les valeurs par vos valeurs. L'après étant en ligne, vous pouvez récupérer tout directement. Et après, une fois qu'on a ça, ben, on va aller explorer les données. Donc on a moyen de faire des charts sur Dataiku et donc de sortir là les pourcentages d'erreurs en fonction des catégories. On va voir aussi maintenant un autre sujet qui est un peu tendance en ce moment, qui est la web perf. Si vous voulez avoir un peu une vision de votre site toutes les semaines ou tous les 2-3 jours, eh ben on peut automatiser finalement ça aussi. Donc en gros, ça passe par Google Sheet, Web Page Test et on va faire un peu de script editor. Mais là, c'est pareil, je vous ai mis le lien source, donc c'est un tutoriel pas à pas, ça va très très vite et c'est assez sympa. Le tutoriel s'arrête au niveau de Google Sheet et après, c'est à vous de faire la visualisation en fait dans Data Studio. Là, je vous donne un petit tips parce que la première fois que j'ai voulu connecter en fait à Data Studio, comme on a dans chaque onglet où on fait le run pour récupérer les données de web perf, le bouton et aussi d'autres informations dessus, ça pose un souci. Donc l'idée, c'est de dupliquer votre onglet avec juste, on va copier en fait, on va dire que va chercher dans la feuille URL la donnée là et on duplique juste à partir de ce niveau dans l'autre feuille. Et ça se fait automatiquement et pas besoin d'y retoucher. Une fois qu'on a donc les données, on passe dans Data Studio et là en gros on peut, en fonction du client ou en fonction de vos besoins, mettre un indicateur au-dessus qui vous permet de voir au moment où le dernier crawl a été fait, quelles sont les données de web perf. On a une vision dans le temps et si vous voulez et vous avez le courage, vous pouvez aussi le faire du coup en vision concurrent sur plusieurs pages, enfin les champs des possibles et limites illimitées. En termes de temps, si vous faites que la première version, ça vous prendra moins de 7 minutes. Si vous voulez commencer à vous amuser à faire avec les concurrents et ainsi de suite, comptez à peu près 30 minutes. Et enfin, si vous faites vision concurrent sur Data Studio, il va falloir que vous fassiez combiner les données. Donc là, c'est pareil que pour la jointure, on trouve une donnée commune et à chaque fois, vous pouvez rajouter des bases en fait. Sachant que quand vous commencez à dépasser 5, c'est là où vous pouvez avoir des soucis. Des fois, Data Studio n'aime pas. Mais bon, en général, on ne fait pas 5 concurrents, 3, 4, ça suffit. Et pour les plus courageux, je vous ai mis le lien où vous pouvez le faire avec BigQuery et Data Studio aussi. Pour résumer, donc à retenir pour la partie stratégie et aussi la partie pilotage. Donc on a vu éventuellement comment s'inspirer pour créer des nouveaux datasets à exploiter avec la partie dont Patrice vous a parlé, donc tout ce qui est Dataiku. On a vu qu'on pouvait formater, voire trier, enfin parser en général avec du Python ou améliorer un petit peu son jeu de données, son dataset. Ensuite, comment l'analyser en fait avec des recettes par différentes étapes avec, comme tu disais, Group by, prépare, distinct. Voilà, ce genre de choses. Du coup, dans Dataiku. Et enfin, comment on peut faire aussi pour visualiser avec d'autres outils comme Data Studio. Donc, vous voyez que vous pouvez vraiment mixer différents types d'outils ensemble et vous préparer des dashboards très sympathiques pour tout ce qui est stratégie et pilotage.
Merci beaucoup. Merci beaucoup.